Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et une fois par mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de SPAC. Michel Remy vient régulièrement nous voir, économiste associé de SPAC. Mais nous avons la fondatrice de SPAC qui est avec nous ce mois-ci, Anne-Claire Benvaux. Bonsoir Anne-Claire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes fondatrice de SPAC, présidente également de l'association Ensemble pour l'éducation financière. Je veux bien qu'on redise un petit mot de SPAC quand même. Michel vient tous les mois pour décrypter un concept économique, mais je voulais qu'on profite, puisque le sujet c'est l'éducation financière, redire un mot de ce que fait SPAC et également de la mission que vous vous êtes donnée avec cette association Ensemble pour l'éducation financière, Anne-Claire. Alors pour vous parler de SPAC, on a maintenant 6 ans d'existence et notre mission principale, c'est d'accompagner les acteurs du secteur financier et les entreprises dans une meilleure éducation financière à destination de leurs clients et aussi des collaborateurs. Voilà, pour résumer. Et ça se joue aussi dans l'entreprise. Ça se joue aussi en entreprise, on va peut-être en parler un peu plus, mais effectivement, l'enjeu, c'est que les entreprises soient aussi impliquées dans l'éducation financière, parce qu'on sait qu'on est 85% des Français à ne pas avoir eu malheureusement d'éducation financière, ni à l'école, ni dans le cadre de l'entreprise. Et Ensemble pour l'éducation financière, donc l'association qui promeut, j'imagine. Donc C'est ça. En fait, l'objectif pour cette association qu'on a créée cette année, c'est de pouvoir mieux accompagner des programmes d'éducation financière, à la fois par la sensibilisation qu'on avait déjà commencé à mener, mais d'y aller un peu plus fort, et aussi de fédérer vraiment l'ensemble des acteurs, parce qu'il y a déjà aujourd'hui des associations qui font pas mal de choses, des institutions, des acteurs privés. Et donc l'idée, c'est que maintenant on se rassemble et qu'on réfléchisse ensemble à ce qu'on peut faire concrètement. Parce que c'est un angle mort stratégique. Vous l'écrivez aujourd'hui dans une tribune, Anne-Claire. L'éducation financière, oui, c'est pas juste une brique éducationnelle qui se raccrocherait au reste. Non, c'est aujourd'hui un angle mort stratégique en France pour un sujet qui est un sujet stratégique et qui est même un sujet déterminant pour la compétitivité de la France, vous dites, Anne-Claire. Oui, en effet, il y a un double sujet. Il y a un sujet social et sociétal. Il y a une urgence autour de l'éducation financière qui doit permettre de réduire les inégalités dès le début, dès l'école. Et puis, il y a effectivement cet enjeu aussi de compétitivité, puisque mieux éduqué, on est plus à même de prendre des bonnes décisions financières et donc potentiellement de bien épargner, de diversifier son épargne, de préparer son avenir financier. On parle beaucoup de la retraite actuellement. Et on sait bien qu'on va avoir besoin d'outils supplémentaires pour bien la préparer. Et c'est aussi investir dans l'économie réelle. Donc acheter des actions, investir dans différents projets financiers. Et pour ça, on a besoin d'être bien armé et bien accompagné. C'est inverser ce qui est aujourd'hui un cercle vicieux, enfin créer un cercle vertueux là où il n'existe pas aujourd'hui. Quel est l'état des lieux que vous dressez ? C'est pas la première fois qu'on se parle et c'est pas la première fois que vous venez nous raconter les enjeux de l'éducation financière, Anne-Claire. Est-ce que le constat, est-ce que l'état des lieux évolue ? Ça fait quand même déjà quelques temps, quelques petites années que le sujet de l'éducation financière devient un sujet important et beaucoup s'en saisissent, et tant mieux. Est-ce que ça améliore les choses ou est-ce qu'on est toujours aussi en retard ? Vous commencez votre tribune en parlant d'un angle mort en France aujourd'hui. Oui, il y a un angle mort parce qu'effectivement, on le voit dans d'autres pays. Je prends l'exemple du Royaume-Uni. Le sujet est maintenant pris plus au sérieux puisque le Royaume-Uni a décidé de mettre l'éducation financière à l'école ainsi que l'apprentissage des outils numériques et notamment de l'IA. Dès la rentrée prochaine. Quand nous, on a déjà des initiatives, donc on ne part pas de zéro. Il y a le passeport EducFi proposé par la Banque de France avec 2 heures en classe de 4e au collège, mais c'est pas généralisé. Une petite touche, quoi. Voilà, donc bon, on voit bien qu'il y a des tentatives, mais ça fonctionne difficilement et on a besoin d'être plus volontariste dans cette approche de l'éducation financière, qu'elle soit à l'école et aussi, on en parlait tout à l'heure, en entreprise. Je vais vous citer quelques chiffres. Le constat, il reste assez semblable. On n'évolue pas beaucoup. C'est un retard qui, en fait, se confirme. Et on est aujourd'hui à un tiers des Français qui nous disent qu'ils sont à l'aise avec la gestion de leurs finances. Voilà. Ça veut dire que tout le reste, en fait, n'est pas à l'aise avec ces notions-là. Et vous dites que ça participe même du sentiment de déclassement, du sentiment d'exclusion, de cette espèce de morosité aussi un peu française. Enfin, c'est aussi un ingrédient qui participe à cela. Oui, c'est vrai, parce qu'on a un sujet de défiance. On le voit souvent vis-à-vis de nos classes politiques. On ne comprend pas les débats qui ont cours actuellement. Certains diraient même que ne comprennent pas forcément ce qu'ils disent. Bon, voilà. Donc on a qui nous le disent que parfois ils comprennent pas ce qu'ils font. C'est complexe. Donc on a besoin de décrypter tout ça. On a besoin de mieux comprendre ce qui se passe, d'avoir un peu de guidance pour avoir moins de défiance aussi. Et c'est vrai aussi vis-à-vis des acteurs du secteur financier qui
pour annoncer des bonnes nouvelles, on le voit, commence à s'engager dans cette voie. Donc, des choses se passent et aujourd'hui, il y a 6 Français sur 10 qui nous disent qu'ils ont besoin d'un meilleur accompagnement de la part de leurs partenaires financiers. Donc, il y a une vraie demande. Bien sûr. Et pour ce qui est de l'école, c'est 65% des moins de 24 ans qui nous disent qu'il faut qu'on mette en place de l'éducation financière à l'école. Ouais. Vous venez, là aussi, vous avez une feuille de route qui est très claire, avec un objectif, ramener la France au plus haut niveau, en tout cas faire de la France un leader en matière d'éducation financière à horizon 2030. Ça laisse quelques années pour corriger le tir, et donc la feuille de route est assez claire. Alors vous avez évoqué, passeport éduc-fi, c'est 2 heures, vous dites, en classe de 4e à l'école, c'est une première chose, mais avant même cela, il faut peut-être déjà pouvoir remesurer le niveau d'éducation financière en France et pouvoir se comparer à l'international. Et donc ça passe par la réintégration, comme vous dites, de l'éducation financière dans les classements PISA de la France. C'est ça, tout à fait. Anne-Claire ? En fait, on s'est aperçu qu'on avait candidaté, donc participé au PISA de l'éducation financière en 2014, et puis plus rien. On a arrêté. Et en fait, pour avoir une mesure honnête et juste de de notre état sur l'éducation financière des plus jeunes, c'est important d'avoir des paramètres et des comparaisons utiles avec les autres pays de membres de l'OCDE. Donc ça pourrait être une bonne chose que de remettre en place cette évaluation, effectivement. Et puis, je parle aussi de l'importance de valoriser les acteurs du secteur qui s'engagent, et ceux qui s'engagent sur la base de critères objectifs et mesurables, donc des critères d'impact. Parce qu'on voit qu'effectivement, l'éducation financière est un peu dans toutes les bouches ces derniers temps. Ça devient un super terrain de jeu, on va dire. Voilà, donc c'est une excellente nouvelle, parce qu'on voit que la pédagogie, maintenant, est au cœur de pas mal de stratégies. Mais il faut que ce soit mesurable et que ça ne soit pas qu'un simple argument marketing pour séduire des clients, bien sûr. Ouais. Ça veut dire qu'il faut il y a beaucoup de régulations partout en France, mais il faut quand même qu'il y ait une manière de dire ça c'est de la bonne pédagogie, ça c'est une pédagogie à vos risques et périls. On a, disons, déjà l'OCDE qui nous donne une charte assez claire de ce que veut dire l'éducation financière dans l'aspect de neutralité, d'accompagnement. Donc, ça nous donne quand même quelques guidances assez évidentes sur comment mesurer l'efficacité de ces programmes. Et effectivement, faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre de la pure communication marketing pour séduire et ce qui va vraiment permettre d'avoir un avant et un après et de progresser sur ces notions d'économie et de finance. Et on a aussi envie vraiment, au-delà de la valorisation des acteurs du secteur financier, de les impliquer à nos côtés dans nos démarches, puisque pour certains, ils ont déjà investi cette cause, beaucoup de bonnes idées à partager, et c'est important pour nous de les valoriser. Je pense aussi à ceux qui travaillent avec les influenceurs financiers. On voit que ce sont des nouveaux métiers. La création de contenu sur les réseaux sociaux, évidemment, répond à de nouvelles attentes des plus jeunes qui ont envie de s'informer. C'est un levier indispensable, incontournable. Et ils cherchent des informations, ils ont envie de se renseigner, et donc ils vont utiliser aussi les réseaux sociaux pour ça. Maintenant, sans parler de trop de contraintes, il me semble très important maintenant quand même de certifier ceux qui ont le droit de parler de ces produits financiers, parce qu'on sait que ce sont des métiers encadrés, le conseil en produits financiers et en investissement. Donc, il serait peut-être temps de siffler un peu la fin de la partie pour qu'on s'assure que seuls ceux qui ont le droit de donner des conseils puissent le faire sur les réseaux sociaux. Ça ne peut pas être le Far West partout, tout le temps, en tout cas. C'est pas souhaitable. Racontez-nous quand même comment ça se passe dans l'entreprise. L'école, c'est une chose, mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même que le monde de l'entreprise, c'est aussi un endroit propice pour se connecter à cette idée d'éducation financière. C'était la directrice de l'épargne salariale chez Amundi qui m'avait expliqué une fois que pour beaucoup de Français, la première et la seule porte d'entrée vers les marchés financiers, c'est souvent l'épargne salariale. Et c'est vrai que je me dis que dans l'entreprise, c'est là aussi où on a peut-être le seul point de contact de sa vie entre son épargne et les marchés financiers. Et c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et en fait, c'est une chance aussi d'avoir l'accompagnement de son entreprise pour épargner, préparer sa retraite. Et effectivement, c'est un sujet qu'on n'a pas forcément bien expliqué. Et une fois dans l'année, on se retrouvait
pour ceux qui ont la chance d'avoir ce type de dispositif en entreprise, à devoir prendre des décisions sans forcément comprendre ce qui se passait. Donc, on voit en effet que des acteurs comme Amundi, que vous avez cité, et d'autres, investissent de plus en plus cette cause-là. Je pense aussi à une entreprise innovante qui s'appelle Epsor, qui est un peu sur les mêmes métiers. Et l'idée, c'est maintenant d'utiliser cette opportunité pour mieux expliquer, informer, effectivement. Il y a aussi des initiatives autour de la fiche de paye. C'est un outil qu'on ne comprend pas forcément très bien, même si on la reçoit tous les mois. Là aussi, il y a une opportunité de parler d'argent et de gestion du budget plus simplement. Et les entreprises sont réceptives quand vous les contactez pour, imaginer avec elles des programmes d'éducation ou des rencontres, etc. Les boîtes, pour leurs salariés ou les comités d'entreprise qui sont impliqués peut-être aussi, sont réceptifs à ce genre d'initiative? Elles le sont. Et ce qui est très intéressant, parce qu'on n'a pas encore parlé des femmes, évidemment, c'est un sujet qui me tient à cœur, on voit que les entreprises nous sollicitent beaucoup aussi pour cette notion d'équité financière entre les hommes et les femmes. Parce que, comme vous savez, il y a beaucoup de travaux en cours autour de la transparence sur les salaires, une meilleure représentation des femmes à tous les niveaux. Et ce sujet-là aussi d'accompagnement à l'émancipation financière des femmes fait partie de nombreux programmes et projets chez les acteurs du secteur financier et aussi en entreprise. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ouais. Merci beaucoup, Anne-Claire. Merci d'être venue évoquer avec nous ces enjeux stratégiques autour de l'éducation financière en France, un angle mort stratégique en France qu'il faut bien sûr refermer. L'objectif, faire de la France un leader, le leader de l'éducation financière en Europe d'ici 2030. Anne-Claire Benevot avec nous, la fondatrice de SPAC, présidente également de l'association Ensemble pour l'éducation financière.